Alors, peut-être sans sortir du sujet, je ne sais pas si on devrait passer peut-être sur la présentation des œuvres aussi. Oui, donc tu dis quoi? Oui. Parce que j'avais une question. Tu as une question? Oui, oui, mais c'est pour vous deux en fait. Parce que c'est un peu pour sortir. Bon, on est toujours au Gabon. Oui. Vous êtes étudiant gabonais en France. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a parlé dernièrement de la restitution des œuvres africaines aux États africains par la France. Comment vous voyez cette décision-là? Rupture ou bien remboursement, réparation? C'est une question de fin, je crois. C'est pour la fin? D'accord, oui, j'aimerais poser par rapport à ça. Ok, donc on peut passer à la présentation des œuvres. Silence de la présentation. Ah, d'accord. Oui, contrairement à Peter Stephen, pardon, ou encore comme Peter Stephen, je réponds à la première question, pourquoi nous sommes ensemble, comment on a fait pour se retrouver. C'est beaucoup de raisons, parmi lesquelles les idéologies intellectuelles en fait. Voilà. Pas le style d'écriture. Ça c'est clair, c'est pas le style. Pas le style d'écriture, mais la vision de la société. Parce que nous avons soif, comme chacun de vous ici, notre génération réussisse, que nous soyons utiles à notre pays en fait. Lui, il a fait paraître son... Quoi? C'est Drôle d'aller au diable en 2016. La même année, je faisais paraître Silence de la contestation. Voilà, contrairement à lui, qui fait paraître son texte en étant en France, je fais paraître le mien en étant de Gabon, Silence de la contestation. Et parce que c'est Silence de la contestation, lui seul en prison quand même. Pour un livre. Voilà. Donc j'ai fait quand même 2 semaines. Pas sur Facebook. Ah, c'est le projet de Malinga là. Ah, j'en ai entendu parler de ça. Merci beaucoup. Ouais. Donc j'ai quand même fait 2 semaines pour avoir écrit un livre, mais que je n'avais pas présenté. Parce que le livre sort en mai, les élections présidentielles se déroulent, je le présente en décembre. Donc pendant tout ce temps, j'ai laissé les journalistes, les médias considérer le livre. Et malheureusement, il y avait un impact assez considérable avec la situation politique. Donc les gens pensaient que c'était un livre commandé, comme si c'était déjà un grand auteur pour commander les livres. Et donc, Silence de la contestation, c'est comme le titre lui-même l'indique, c'est un texte violent, mais d'une rare violence, lexicale et intellectuelle. Mais pourquoi? Parce que j'ai pensé qu'on devait trouver, sur le plan intellectuel ou littéraire, que la poésie devait plus s'écrire comme elle s'écrivait avant. Donc, pour avoir lu les écrivains, beaucoup de courants littéraires, je veux dire les symbolistes par exemple, ou les surréalistes, etc., il fallait que je m'imprègne de comment fonctionne un texte à l'intérieur de la société, comment on dit la société à l'intérieur d'un texte, les mots pour les utiliser, enfin, les mots à utiliser pour dire cette société-là, etc. Donc j'ai fait paraître Silence de la contestation. C'est un poème. Les gens se diront, mais comment on peut écrire un texte comme ça, est-ce que c'est un roman, etc. C'est un poème, un seul poème, qui n'a pas de ponctuation d'ailleurs. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a rien. Donc c'est comme quand vous allez pisser, vous êtes très fâché, vous avez étouffé vos vessie, vous faites rien en fait, vous pissez, mais vous pissez sérieusement. Nous les hommes, souvent, quand tu as fait 3-4 heures avec les urines, et que tu n'as pas pissé, que tu es en train de pisser là, en réalité, quand tu es un homme normal, tu vas pouvoir me gémir. Le soulagement vient. C'est vrai, surtout quand tu as bu la veille. Voilà, donc le soulagement vient de l'être. Le soulagement, je ne l'ai trouvé qu'après avoir fait paraître ce texte, pas vraiment, mais pour avoir trouvé le soulagement quand j'ai fait paraître Cendre de mots, donc le dernier livre. Mais Silence de la contestation, c'est l'accumulation des frustrations de la société africaine en fait. De cette génération qui est prise en otage par ces aînés, parce que les aînés aujourd'hui militent à transformer, à nous corrompre. Les aînés militent à nous clochardiser, voilà, à nous traîner dans le gouffre en fait. Et cela avec la complicité d'autres jeunes qui acceptent ces discours moribonds, absurdes, ces discours destructeurs, ces discours de division, ces discours abjects qui n'ont pour autre raison que de divertir notre humanité. Donc Silence de la contestation remet en cause la somme de tous ces discours reçus, de tous ces discours sociopolitiques qui ne cadrent plus avec la jeunesse actuelle. Mais Silence de la contestation conteste le silence des sociétés, en fait, conteste les silences d'une société qui est opprimée sociopolitiquement, une société qui
qui admire ses bourreaux, une société qui se plaît dans sa morbidité, dans sa mort, une société qui se complaît, qui acclame et qui applaudit, qui cède le lit même à son meurtrier. Donc sinon, la contestation sur le tableau, en fait, sur le tableau de cette Afrique, à quelle fonction sur elle-même. C'est... Ah, je sais pas. Ça y est, C'est pas. Donc sinon, la contestation, c'est tout ça. Donc c'est tous ces mots que j'essaie de faire surface parce que j'ai l'impression finalement, en fait, que notre société est complice, en fait. Elle est à la fois coupable et complice de ses propres malheurs. Et parce que je suis de ceux-là qui n'admirent pas la trajectoire qu'a pris notre société. Je ne suis pas de ceux-là qui admirent cette société dans ses pleurs. Je ne suis pas de ceux-là qui admirent cette jeunesse se perdre dans son propre temps. Parce que je ne suis pas de cette génération qui admire d'autres jeunes, voilà, spolier, coloniser la conscience d'autres jeunes. Je me suis dit qu'il fallait que je me révolte, en fait. Quand je parle d'ailleurs avec beaucoup de colère, mais ce n'est pas la colère, c'est ma façon de parler. Donc, ma meilleure à moi d'attirer la conscience de cette génération, c'est de lui, de lui rendre ces mots, c'est de la mettre en face de sa propre réalité, c'est d'attirer son attention pour qu'elle prenne conscience de son humanité. Parce qu'en fait, le tout, ce n'est pas de dénoncer. Je ne suis pas de ceux qui dénoncent, je suis de ceux qui parfois insultent. Voilà, s'il faut t'insulter, oui. S'il faut t'insulter pour que tu comprennes quelque chose, je ne cache pas les mots. Non, c'est vrai. Je l'ai dit de manière brutale s'il le faut, pour que, même s'il faut violer ta conscience, vous voyez, violer ta conscience, la pénétrer avec force, sans le qualifiant intellectuel, je ne le cite pas. Parce que derrière, je voudrais que cette génération se démarque en fait. Parce que je souhaiterais que la jeunesse africaine, je ne parle pas du Gabon seulement dans ces textes, je voudrais que la jeunesse africaine rêve en fait. Parce que silence, la contestation apparaît après la publication de notre texte, et c'était Rêve nomade. Dans Rêve nomade, j'essaie de présenter, j'essaie de montrer pourquoi, donc j'ai démontré encore là pourquoi les générations, plutôt pourquoi la jeunesse africaine partait du continent pour aller chercher leur avenir ailleurs. Donc nous sommes sur les questions migratoires. Mais pourquoi la jeunesse africaine fuit son propre continent alors qu'on se dit que l'Afrique est non seulement le berceau de l'humanité, mais l'Afrique est l'avenir du monde. Comment fuir l'avenir finalement? Comment fuir les terres où il y a tant de richesses, tant de bonheur, tant de, on va dire quoi, tant d'argent, on va dire ça comme ça en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans le fond. Et donc après la description de ce train vers la mort, parce que finalement j'ai présenté le flux migratoire comme un voyage vers la mort, il fallait que je m'insurge finalement contre le silence d'une société qui encourage ses enfants, contre ces gouvernants incompétents, incapables d'entretenir le rêve de leur propre jeunesse en fait. Ces sociétés qui sont incapables de construire l'avenir pour les futures générations. Et donc, silence, la contestation conteste le silence de ces personnes ou les silences de ces personnes-là qui préfèrent souffrir, comme disait Peter Stephen Lassagley, qui disent on va encore faire comment? Non, je ne suis pas de ceux qui disent on va encore faire comment. Il faut faire autrement. Donc, la question du autrement se trouve donc dans la proposition des idées que j'ai faites à travers silence de la contestation. Sinon, ce n'est pas seulement un texte de protestation ou de contestation, mais c'est aussi un livre de propositions pour sortir bien sûr du silence, de la léthargie, de la mort, toute programmée, toute faite de la génération ou de la jeunesse africaine. Mais en fait, quand j'ai fini de rédiger Silence de la contestation, je me dis que je suis insatisfait en fait, parce que derrière, je rencontre un ami qui me pose cette question, canadien d'ailleurs. Écoute Bénitien, j'ai lu ton texte avec autant d'envie que je n'ai pas compris la première fois, il fallait que je le relise à nouveau. Mais en fait, puisque le texte se ferme sur une ouverture, tu dis dans ton texte que nous portons les rêves de nos parents pour que nos enfants héritent de nos rêves. C'est quoi la suite? Il est question de quel rêve? Donc ça m'a poussé à écrire Rêve mortel. Donc j'essaie de démontrer finalement que nous avons hérité aujourd'hui d'une société mortelle en fait, où le mal a rongé jusqu'à la moelle de l'espoir, de l'espérance, où aujourd'hui la société est devenue une sorte d'enfer entretenu, où en fait on arrose la mort est distribuée comme du pain quotidien, où la mort du jeune africain ou de l'Afrique ne vaut plus rien en fait, elle ne mérite même pas d'être pleurée, elle ne mérite pas d'être plein. Mais en fait ce rêve mortel, c'est le rêve d'une Afrique suicidaire en fait. C'est le rêve d'une Afrique qui converge non pas vers l'émergence, mais plutôt vers les jours les plus sombres de son avenir. Parce que autant les sociétés qui nous dirigent sont dites dictatoriales, mais autant les rêves des jeunes Africains sont opprimés.
j'ai pris un exemple naïvement parce que, je l'ai dit d'ailleurs à un passage sur Gabon Télévision, je me demande pourquoi autant de Gabonais se retrouvent au Maroc, en fait, oui, au Maroc pour faire leurs études. Je disais à mon directeur la dernière fois, ne pensez pas un seul instant que je suis heureux d'apprendre en France. Moi, ça me fait chier, vous ne pouvez pas comprendre. Mais en fait, c'est parce que je suis ici, c'est parce que mon pays a été incapable de construire des universités pour que je m'instruise dans mon pays. Et donc, je m'insurge contre le fait qu'on entretienne la mort de mes rêves, la mort de mes rêves, la mort de mes rêves, la mort de mon avenir. Parce que venir apprendre en France, c'est moi, porter désormais les valeurs de la France, m'oublier, me séparer bien sûr de mes traditions, de la somme de mes valeurs, et épouser désormais une culture qui n'est pas la mienne en fait. Mais épouser donc quand pas de mon élection, ben, je me sépare de mon essentiel, je me sépare de mon identité. Mais ça, parce que simplement, dans mon pays, les gens, les gouvernants, ceux qui ont décidé de me diriger, ont décidé d'entretenir d'autres intérêts plutôt que de bâtir, pour moi, un rêve d'avenir. Et donc, rêve mortel sonne comme la présentation de cette société qui n'a plus d'autre rêve que celui de la mort, qui n'a plus d'autre horizon que l'étouffement. Mais ce n'est pas seulement des questions politiques là-dedans, parce que quoi qu'on dise, je l'assume publiquement, à qui veut l'entendre, je suis un écrivain politique. Voilà. Moi, mon rapport littérature politique est très étroit. Je l'ai choisi parce que je suis littéraire à la base, et je sais où se limite mon champ. Et je pensais que la littérature doit désormais commencer là où la politique s'est arrêtée, où elle a échoué. Et donc, j'essaie de présenter Rêve mortel, j'essaie de présenter l'Afrique comme ce gros rêve mortel, comme cet espace socioculturel qui n'a plus d'avenir en fait. Pas qui n'a plus d'avenir, mais qui ne croit plus à son propre avenir. Qui ne croit plus parce qu'aujourd'hui, les jeunes Africains de tous les horizons doutent d'eux-mêmes en fait. Notre société nous fait douter de nos capacités, nous fait douter de nos compétences. Et quand une société ne croit plus en elle-même, quand une génération ou une jeunesse ne croit plus en elle-même, elle est morte en fait, elle est pourrie. Mais c'est pas, il n'y a qu'à regarder comment fonctionnent les sociétés africaines à l'intérieur d'elles-mêmes. Il n'y a qu'à voir comment fonctionnent les jeunes Africains à l'intérieur de leur propre société. Ouais, des jeunes qui traversent l'Atlantique pour aller chercher la réussite d'ailleurs, vous voyez, et qui n'arriveront jamais. Ces jeunes sont en train de mourir en fait. Mais une génération qui meurt, une génération qui ne rêve plus, parce qu'à cause du on va encore faire comment, une génération qui entretient le fatalisme ou la fatalité, et finalement une génération, en fait la génération d'un pays ou la jeunesse d'un pays qui ne rêve pas. Un pays dont l'avenir est suspendu à un horizon infranchissable. C'est l'avenir d'un pays qui ne va jamais être émergent. Parce que la jeunesse, on le dit, tout est fort, la jeunesse est l'avenir du pays. Mais si la jeunesse ne rêve plus, quel pays va-t-il développer? Si tout ce que la jeunesse sait faire, c'est se prostituer, baiser comme les démons, fumer comme de la paille et boire comme des trous, on s'attend à quoi en fait? À quel genre d'avenir? Mais parce que derrière, tout est entretenu en fait. Nos rêves sont programmés à mourir. Oui, nos rêves sont programmés à mourir. Il faut être fou aujourd'hui au Gabon pour faire un rêve, pour croire à son rêve. J'ai encore beaucoup d'amis avec qui j'étais au lycée, ils sont à la police. Et quand nous discutions, au lycée, ils disaient, écoute, les lycéens, moi, je serai médecin, tu verras, etc. Mais en fait, quand je le vois aujourd'hui, je me dis, ce n'est pas sa faute, c'est le seul rêve, c'est la seule possibilité qu'on lui a donnée pour aider sa famille, pour qu'il assume les responsabilités. Donc son rêve d'être médecin a été tué par son propre pays, parce qu'on ne lui a pas donné la possibilité, l'envie de tenir tête et d'espérer qu'il pouvait devenir médecin. Mais face à ce jeune militaire, ce jeune Gabonais qui va être militaire alors qu'il voulait être médecin, croyez-vous qu'il sera un bon militaire? Je ne pense pas. Et donc, c'est un militaire qui manquera même de déontologie, qui ne fera pas le travail qu'il faut parce qu'il n'a jamais voulu être militaire. Il est là par contrainte. Et ce genre de personnes ne servent pas le pays de façon normale. Et donc, c'est le rêve, pardon? C'est le cas de la majorité. Mais très bien. C'est pour dire finalement qu'on a affaire à des sociétés qui entretiennent mais partout la mort. Et donc, j'essaie de démontrer à travers Rêve mortel que nous vivons dans une société toute mortelle en fait. Une société qui nous pousse au suicide, une société qui pousse les jeunes filles soit à la prostitution, à la dépravation de mœurs, etc. J'ai bien envie de comprendre. Je ne passe pas seulement le temps blâmé. Quand je vois des jeunes filles se prostituer aujourd'hui, je ne les blâme pas. J'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui l'amène à vivre la prostitution? Ce qui m'a poussé d'ailleurs quand j'écrivais un texte, participant à un collectif qui est sorti en février dernier. Le titre du livre c'est Fais-moi frémir. Là-dedans, j'essaie d'entretenir, par exemple, j'essaie de démontrer l'érotisme comme l'art d'appréhender la mort. Vous voyez comment à partir du sexe on peut parvenir à la mort. Mais j'essaie de démontrer, discuter avec des prostituées avant d'arriver à ce texte-là, avant de
pour produire ce texte, il fallait que je fasse moi-même, que je comprenne comment fonctionne la Constitution, qu'est-ce qui arrive là. Et donc, quand je présente Rêve mortel, j'essaie de fouiller au fond de moi-même toutes les colères les plus absurdes, en fait, toutes les tristesses d'une société qui s'assombrit, je veux dire quoi, qui flanche de jour en jour dans le malheur, qui pleure tous les jours, tous les soirs, mais qui est incapable de prendre les décisions qu'il faut. Mais en fait, ce n'est pas un texte, une sorte d'audience que je glisse à la conscience politique, parce qu'elle a échoué, pas bien à la conscience politique africaine, mais à tous les niveaux, qu'on soit au Congo, au Gabon, en Centrafrique, en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Burkina Faso. L'Afrique a échoué en fait. L'Afrique a échoué depuis les indépendances. Je remonte à ce niveau. L'Afrique a échoué depuis les indépendances parce que nos pays n'ont pas été confiés. Nous n'avons pas mérité nos indépendances. La locale, l'Algérie aujourd'hui, c'est la France qui respecte par exemple l'Algérie, parce que l'Algérie s'est battue. Pour notre cas de figure, nos indépendances ont été octroyées. Mais quand on a octroyé les indépendances dans ces pays africains, les indépendances ont été octroyées aux personnes qui n'avaient pas de matière intellectuelle en fait. Donc qui tout de suite disaient oui, parce qu'il fallait se couvrir, il fallait être le gros chef, le grand chef, ventripotent, etc., etc. Et ça fait que ces personnes n'ont pas eu d'intelligence ou de possibilité d'entretenir l'avenir de nos espaces socioculturels. Et donc Rêve mortel s'adresse à la jeunesse en fait. Donc attire la conscience de la jeunesse africaine à prendre conscience de son humanité afin de faire désormais les rêves d'humanité, les rêves de possibilités, les rêves de bonheur, les rêves de succès, les rêves de réussite à travers l'espace dans lequel, ou les espaces dans lesquels ou elle, quand je parle de jeunesse, dans lesquels elle vit désormais. Simplement, pour parler de notre cas, nous sommes des Gabonais, nous nous retrouvons en France, mais comment faire? Je ne suis pas parti de Malinga, mon village natal, pour la France, parce que mes parents m'y ont envoyé en tourisme. Je sors de ma famille, je vais à l'université, je finis à l'université, l'État gabonais me récupère, tu fais quoi? Ben voilà mes diplômes, voilà ce que je mérite, on dit, à poursuivre les études ailleurs. On ne peut pas t'enseigner, puisque tu tiens à réussir, tu tiens à tes rêves, va réussir ailleurs. Mais quand l'État gabonais m'envoie réussir ailleurs, il faudrait que je travaille pour la fierté de ce pays. Pas que je déteste mon pays, j'ai un problème peut-être avec ses dirigeants, mais j'aime mon pays. Voilà pourquoi j'écris des livres aujourd'hui, je suis en tant qu'écrivain gabonais. Et donc, c'est pour moi, être en France, c'est continuer à entretenir. Je trouve le moyen d'entretenir mon rêve, en fait. Le rêve d'un Gabon qui soit fier de ses écrivains. Le rêve d'un pays qui soit capable de compter sur une génération qui accomplit ses missions. France Fanon le disait, chaque génération a le droit soit d'échouer ou de réussir ses missions. Mais quelle est finalement les missions de notre génération, en fait? Est-ce continuer à pérenniser ce rêve mortel à travers nos habitudes ou les habitudes des anciens, ou essayer d'inventer des rêves de bonheur, des rêves de prospérité, des rêves de courage d'abord, parce qu'il faut soit quand tu rêves, hein, tu fais le choix, soit tu continues à dormir, tu restes là, tu te réveilles et tu te bats pour réaliser ce rêve-là. Et donc, en finissant en rédaction de Rêve mortel, j'avais terminé Silence la contestation, j'étais pas satisfait, j'ai rédigé Rêve mortel, je me suis dit, oui, on me reproche d'écrire avec beaucoup de colère. Voilà, je suis impoli, je suis ceci, je suis cela, je ne parle jamais d'amour, etc. J'ai tellement dénoncé des choses, mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de toutes ces dénonciations? Qu'est-ce qui reste de toutes ces propositions? Qu'est-ce qui reste de cette société qui veut se démarquer des anciennes générations? Qu'est-ce qui reste pour que la jeunesse africaine essaie d'inventer son espérance? Je me suis dit, ce qui restera désormais, ça va être un fumier en fait. Et ce fumier, ce sont les cendres de mots. Ce qui restera, c'est le souvenir que notre société a vécu la souffrance la plus triste de son histoire, malgré les indépendances et les richesses de notre pays. Ce qui restera, ce sont on va dire quoi, les réprimandes ou encore les enlèvements, les tortures parfois, on va dire quoi, inhumaines qu'une société aurait vécu. Ce qui restera, ça va être les douleurs inutiles en fait, les brimades politiques. Ce qui restera, ça va être les empoisonnements, les enlèvements. Ce qui restera, ça va être les viols, les vols. Tout cela va rester en fait. Mais ce sont les mots. Ce sont les mots, ce sont les douleurs d'une société en fait. Pour tendre vers l'espérance, j'ai donc proposé Cendre de mots. Cendre de mots, si vous voyez bien la couverture du livre, si vous êtes très pointu, vous allez voir que cette société est en train de brûler par ici, mais à une main qui brûle en fait, à l'intérieur. C'est peut-être la main du poète, qui elle aussi est en train de se consumer et qui lègue un stylo quelque part pour continuer à écrire l'histoire en fait. Et donc cette histoire, c'est notre espérance. Cendre de mots, c'est au-delà des mots que décrit Cendre de mots, mais Cendre de mots, c'est finalement un billet
vers l'espérance. Un billet vers l'avenir d'un continent, en fait. Un billet vers l'engagement de chaque jeunesse. Mais ça sonne, pour ma part, tous les livres sonnent comme des livres de chevet, comme des correspondances dédiées spécifiquement à la jeunesse africaine, mais à la jeunesse mondiale, parce que dans Silence la contestation, Rêve mortel ou celui-ci, vous trouverez que je m'adresse à tous les jeunes du monde entier, à partir bien sûr des réalités spécifiques. Donc sans de mots, ça reste pour ma part le texte qui clôt, c'est l'expression, ça clôt une trilogie, 3 livres, Silence la contestation, Rêve mortel et Cendre de mots. Attends, j'ai une question rapidement. Cendre de mots, est-ce que tu t'es, dans une relative mesure, inspiré du livre de Christian Taubira intitulé Murmure à la jeunesse? Non. 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 J'ai lu le texte de Taubira et ce texte m'a d'ailleurs inspiré plutôt un texte que j'ai adressé à la jeunesse gabonaise, c'est Lettre à la jeunesse gabonaise, que vous trouverez d'ailleurs sur Facebook, Google, etc. Alors, vous tapez juste Lettre à la jeunesse gabonaise, Bélicien au Chili, vous trouverez là-dedans. Je me suis inspiré de cette lettre-là pour parler à la jeunesse gabonaise, pour attirer son attention. Je l'ai lu il y a quelques jours. Voilà, oui, merci. Mais Cendre de mots reste un texte spécifique. J'ai une question. Pourquoi ne pas avoir fait de ces livres des romans? Pourquoi avoir choisi uniquement des poésies? Parce que quand je regarde le livre, déjà rien que la couverture parle déjà. Rien que la couverture parle déjà. Et le texte aussi à l'intérieur parle beaucoup. Du coup, j'aimerais savoir pourquoi ne pas avoir choisi d'en faire un roman et d'avoir préféré la poésie en fait. Alors, pour plusieurs raisons. Sur le plan esthétique, contrairement à Peter, je suis littéraire. Quand moi j'écris des livres, je n'écris pas avec la sensibilité. Je vise plusieurs lecteurs. Oui, je vise plusieurs lecteurs. Le roman, lui, il est narratif. On vous raconte l'histoire, le début. Tu peux commencer à imaginer la suite de l'histoire. Je ne crois pas que dans un poème, on vous dit, qu'on vous dise un jour, imaginez la suite du poème. C'est pas possible. Non. Ouais, c'est pas possible. Voilà. Et parce que j'avais ce défi, pas de défier Aimé Césaire, mais d'être un poète que mon pays où la critique littéraire soit capable de comparer aux plus grands poètes qui ont existé en fait. Donc ça a été ça, ça a toujours été ça, ce sentiment qui m'a habité. Et ça fait que quand je propose Silence de la contestation, tout à l'heure je vous disais que c'est un long poème sans ponctuation. Ça n'existe pas. Il n'existe aucun autre texte au monde par exemple sans ponctuation. Donc sur le plan esthétique, je crois être le premier à produire un texte comme ça. D'autres disent Alain Bongo. Oui, Alain Bongo a écrit un texte qui s'intitule Vers cassé. Et dans Vers cassé, il y a des virgules. Il y a au moins des virgules. Or ce texte n'a aucune ponctuation. Donc j'ai déjà ce défi en fait. Écrire un texte qui soit capable de porter, qui soit capable de remettre en cause la critique littéraire. Il y a déjà ça. Et il y a l'envie, pas de compliquer le langage en fait. Mais Je ne tiens pas, je n'ai pas vu mon texte. En plus, c'est de la monnaie, tiens pas mon frère. Ah, tiens pas. Autre chose, c'est que j'ai refusé vraiment tribaliste. J'ai refusé de me renfermer dans les canaux d'écriture en fait. Il est bon, il est bon. Derrière, le roman il raconte une histoire, le poème raconte plusieurs histoires. C'est une prose poétique parce que c'est écrit comme un roman, mais ce n'est pas un roman. Parce que à chaque lecteur, son interprétation des faits. Dans le roman, Peter Stephan décrit bien sûr les personnages. C'est tel personnage, tel personnage, tel personnage. Voilà la trajectoire narrative de tel personnage. Or, quand j'écris Silence de la contestation, ta lecture sera différente de la sienne. Chacun de nous ici aura une lecture différente. C'est un texte que je jette à la conscience universelle. Quand ce texte est perçu, est critiqué, par exemple, par un ami canadien, il me dit, en fait, j'ai jamais compris jusqu'à présent pourquoi on me dit que tu es gabonais. Je dis, ben, je suis de Malinga. Un enseignant à l'université me dit, je ne suis pas jusqu'à présent capable d'accepter que ce soit toi qui écris ce texte alors que tu étais étudiant. Ça a été soit un enseignant qui a écrit, tu as mis ton nom dessus, mais pas toi. Pourquoi? C'est à cause de la densité des informations en fait. Ça prend du temps d'écrire un poème. Quand tu écris un poème, tu réfléchis sur chaque mot, sur chaque syllabe, on va dire ça comme ça, sur chaque vers, tu as écrit, tu reviens. Parce que le poème ne se lit pas seulement comme un discours en fait, tu vois, mais il y a l'interprétation de l'image. Si tu n'as pas compris ce qui est écrit, tu vas comprendre peut-être à travers l'image que dégage le vers. Tu vois. Et donc, pas que je suis incapable d'écrire un poème, un roman, je suis actuellement sur un roman, j'espère qu'il paraîtra en 2020 normalement, mais j'ai voulu écrire ce texte, je me suis enfermé pendant 3 semaines, j'étais étouffé. J'avais comme
comme des démons qui me parlaient en fait. J'étais hanté, oui c'est vrai, j'étais hanté, j'étais habité quand j'écrivais Silence la Trompette. J'étais habité. Ça fait que je me sois... Si tu as les démons, tu fais la délivrance. Moi, ce n'est pas une blague. Je marchais parfois dans la rue, dans les rues des Libreville, il y a des voix qui me parlaient. Il y a des gens qui ont l'impression d'entendre les cris d'enfants dans le lointain, des miaulements de femmes au lointain en fait. C'est pour ça, si vous voyez, si vous lisez, montre-moi pour voir s'il te plaît. J'ai l'expressement, pour situer, j'ai écrit ce vers. Quand je me fonds au fond, voilà, quand je me fonds au fond des armées de la solitude, j'entends des voix perdues, des voix d'hommes martyrisés, de femmes violées, le mugissement des jeunes révoltés que tisse la folie démesurée des ambitions avortées, des voix muettes qui me supplient de plaider en leur faveur, entre les carcans d'hier et les démons d'aujourd'hui. Je les entends, mais ne sais si elles viennent des sanglots du silence ou plutôt de Satan qui miaule dans le soleil de ses flammes agitées. Alors que le foie éclaire de colère à travers les rues de ces villes où la splendeur du sang éclot des voix rauques qui décryptent les crimes insultés sans procès déchantent les portions de justice à jouir. Silencieusement, j'ai défié le diable dans le courage de ces vers-là. Et les ambitions de son silence m'a concédé. Oui, et les ambitions. Et son silence m'a concédé plus d'énergie à démasquer sa dépouille paresseuse. Donc, quand tu marches dans la rue, tu es normal, tu as envie d'aller en boîte de nuit. Bon, je suis jamais allé en boîte de nuit maintenant. Tu parlais non, je suis jamais allé en boîte de nuit. Quand on est jeune, quand on est jeune, on doit s'amuser en fait. Vous voyez? Quand on est jeune, on doit pouvoir découcher. Quand on est jeune, on doit pouvoir prendre une bière. Quand on est jeune, on doit pouvoir faire toutes ces choses qui justifient sa jeunesse. Mais quand vous marchez dans la rue, que vous vous sentez coupable du mal de votre société, quand vous vous sentez coupable comme complice des cris, des détresses de votre société, c'est qu'en fait vous avez une mission à accomplir. Et cette mission qui vous pousse, vous, pas au suicide, mais à crier au nom de toutes ces personnes-là, elle est parfois immense. Et c'est donc rendre compte des cris de cette société, de ma société, de ces cris qui me hantent, qui me persécutent, qui me poussent à écrire ce genre de texte. Pourquoi avoir choisi cette couleur en fait? Je reviens encore là-dessus. Parce que en fait la couleur me parle en fait. Je sais pas pour vous, mais bon, moi je vois un bleu, blanc, rouge, je sais pas. Bien sûr. Le blanc, on va traditionnel, c'est une sorte d'immaculé. Le bleu, pour ceux, je ne sais pas trop comment ça se définit, mais le bleu c'est une sorte de couleur d'espérance. C'est une couleur d'espoir. C'est une couleur stable. Ça n'a rien à voir avec le fait que la France ait un poids sur... bon, jusque-là, tu me demandes de parler de la couleur des livres, pas de l'intérieur des livres. L'intérieur des livres, tu découvriras si la France a sa part de responsabilité là-dedans. Je suis pour l'instant dans la couverture, dans l'exploitation, la politique de la couverture. Et donc, parce que le bleu est stable, ou si tu veux, parce que la société africaine est stable, tu vois, mais que finalement, le rouge n'est pas, on va dire quoi, ce n'est pas une couleur unique. Tu vois comment le rouge qui divise, zigzag, tu vois, c'est une colère finalement, c'est le sang, comme je disais tout à l'heure, c'est le sang qui coule dans la société finalement. Tu vois, une société stable, mais il y a du sang. Ce sang, il est visible puisque tu le remarques sur la couverture. Mais ce mal que vit l'Afrique, il est visible puisqu'on en parle. On parle de génocide tout le temps. On parle des crimes de guerre. On parle tout à l'heure de femmes qui se font violer au Kasaï. Puisque pour ma thèse, bien sûr, je développe aussi les questions des violences en Afrique, mais je reste dans les questions plutôt théoriques à partir de la littérature. On essaie de rendre compte de ça. Quand c'est dans Sombre de mots, j'ai dit, il y a eu un attentat contre Charlie Hebdo. Les présidents africains sont partis de leur continent venir marcher pour Charlie. Je suis Charlie. Avez-vous entendu ces mêmes présidents africains marcher pour les femmes qui se font violer au Kazaï? Non. Ils ne peuvent pas marcher. Ça se passe en Afrique en fait. Vous allez marcher pour les morts qui ne sont pas les vôtres. Vous allez marcher pour les morts, en fait, vous allez marcher pour les morts des autres en traversant les vôtres. Il est question de ça en fait. On fait quoi? On est muet, on les applaudit ou on dénonce? Ou plutôt on attire leur attention? Et répondez à la question? Merci. Vous avez parlé de tradition. Quel est votre rapport aujourd'hui avec la tradition gabonaise? Vous êtes chrétien, normalement, vous avez dit. Oui, bien sûr. Voilà, quel est votre rapport avec la tradition en tant que chrétien et en tant que gabonais qui prônait la valorisation de ce qui est gabonais, de la culture et tout ça? Alors, je suis un Gabonais moderne, malheureusement. Malheureusement, je suis un Gabonais moderne. Donc, Malinga, c'est les mots? Pardon? Malinga, c'est juste les mots ou bien l'amour de l'enfance? Un amour enfantin?
Malinga, c'est moi, je vous disais tout à l'heure, Malinga, c'est un coin du Gabon. Je peux dire, je suis militaire, puisque c'était un espace géographique qui est situé sur la carte du Gabon. Je pouvais dire, Mwabi, je suis Mwabi, je suis Tibanga, je suis Lambarani, etc. Mais parce que je suis né à Malinga et que moi, mon intention, moi, c'est de situer Malinga sur la carte du Gabon. Quand on dit Malinga, quand il a dit Malinga, on a parlé d'un écrivain de Malinga. Mais... Je voulais être une référence pour Chomo, en fait. Je voulais peut-être essayer de faire rêver des enfants qui viendront après moi pour dire oui, mais il sort d'une famille aussi pauvre, mais il a réussi malgré tout. Oui, donc, mais comment... Alors, mon rapport aux traditions pour en venir, il est mitigé. Parce que la question, c'est, il est question de quelle tradition? Puisque moi, je suis chrétien au départ. Il est question de quelle tradition? Cette tradition qui consiste à embrigader l'homme dans une sorte d'assujettissement social qui ne lui permettent pas, de s'émouvoir, de s'hisser au frotton de l'évolution. La tradition, le buti, les rites initiatiques. Ah, très bien, mais j'ai un problème à ce niveau. J'ai un problème, c'est que j'admire le buti. J'admire toutes les traditions africaines. J'admire le mboumbouan, j'admire le melan, j'admire tout ce qui est tradition africaine et gabonaise, je veux dire. Vous admirez comme un blanc, comme un Européen? Non, comme un Africain. Je suis de ceux qui incitent les générations africaines, gabonaises, à s'initier. Parce que c'est ça notre identité. Lorsque les Français, on va dire ça comme ça, les missionnaires sont arrivés en Afrique pour nous parler de Dieu, ils ne nous ont pas connus athées. Nous connaissions Dieu. La preuve, c'est que chaque langue, s'il te plaît, j'aime quand on m'écoute quand je parle. La preuve, c'est que chaque langue du Gabon ou du monde sait au moins comment on appelle Dieu. Nous connaissons Dieu en fait. Nous connaissions Dieu. Ils nous ont rien appris de Dieu, je suis désolé. Ce que j'ai encore aujourd'hui de la Bible m'a été conté par ma grand-mère qui ne savait ni lire ni écrire. Elle savait me passer le message qu'il fallait en langue. Vous voyez, aujourd'hui, moi en tant qu'intellectuel, quand j'ai la Bible, je l'interprète hautement avec des codes philosophiques qui fait parfois finalement qu'on ait peur de lire au risque que ça n'abîme la foi. Est-ce que vous voyez? Donc je suis de ceux qui encouragent les jeunes Gabonais à s'initier. Parce que s'initier, c'est garder l'authenticité de son identité. On ne va pas la mondialisation, on ne va pas épouser les pratiques des autres qui vont nous vider de ce que nous sommes en réalité. On va avec ce que nous avons de pur. Au début de ces échanges, je vous disais, je n'ai aucune fierté à vous parler en français, j'ai honte. Vous voyez, entre nous, nous sommes Gabonais. Bon, on parle dans une langue qui n'est pas la nôtre. Nous sommes Gabonais. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, tout de suite, quelqu'un rentre, sont les Gabonais? Sur la base de quoi? Nous avons défini comme un peuple Gabonais. Quoi? Nous sommes là, tous jeunes. Quelqu'un rentre là, c'est qui là? Vous allez dire, c'est les Gabonais. Il vous dit, pour moi, vous êtes Gabonais. Parce qu'on n'a aucune identité qui nous est spécifique en fait. Rien ne nous définit parmi les autres êtres. Rien ne nous définit. On n'a aucune identité nationale. On n'en a pas. L'autre dira, non, je suis Fan, je suis Nzébi, je suis Kota. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a que les Nzébi au Gabon? Les Nzébi, on le fait au Congo. Les Pounou, pareil. Les Fonds, le Trou en Guinée équatoriale au Cameroun. Mais qu'est-ce qui fait que vous soyez Gabonais? Qu'est-ce qui fait que vous êtes Gabonais? Rien du tout. Mais comment alors on peut dire qu'on est un Gabonais moderne sans vivre Malinga, sans vivre le fait d'être Gabonais? Je ne vous dis pas Malinga parce que je vous disais tout à l'heure, quand j'écris Malinga, c'est pour vous rappeler mes origines. D'accord, mais le Gabonais moderne alors que vous êtes, c'est qui? C'est quoi être un Gabonais moderne? Être moderne, c'est être instruit. Le Gabonais moderne, c'est celui qui vous parle aujourd'hui de la mondialisation. C'est celui qui vous parle de sa part de responsabilité dans l'avenir du monde. C'est celui qui vous parle plutôt de la pratique du smartphone. C'est le Gabonais moderne. Oui, mais quand vous encouragez les jeunes à se faire initier, est-ce que vous vous êtes initié? Est-ce que vous êtes un exemple? Bien sûr. D'accord. Enfin, je ne vous parle pas de ça, je ne sais pas. Voilà, il faut dire ça. Je vous l'ai dit, on n'a pas saisi. C'est juste qu'on dise les choses telles que vous voulez percevoir. Bon. Tu fais l'école des journalistes ici. Donc pour moi, c'est assez important que nous ayons une identité commune en fait. Mais parce que nous avons échoué sur le plan linguistique, je me dis, mais au moins qu'on sache que nous avons des pratiques spécifiques, que chaque peuple, que tous les Fans sont au moins initiés au Melan, que tous les Poumou sont au moins initiés au Mumbouang. Là au moins c'est quelque chose qui nous identifie. C'est-à-dire que quand deux initiés font c'est l'autre jour, mais ils savent de quoi ils parlent. Quand ils s'adressent l'un à l'autre, ils savent les codes qu'ils utilisent, que ça, celui-là, il est initié. Donc, on se comprend plus facilement devant n'importe quel peuple. Quand deux pour nous se retrouvent au-delà de la langue, parce que le Fan, par exemple, ou le japonais qui a mis du temps en Dende, il va savoir parler Fan. Il va savoir parler pour nous plutôt. Mais s'il n'est pas initié, il ne saura pas que les deux là parlent, sont vraiment pour nous. Parce que le code qu'ils utiliseront en parlant du Mumbouang, il est authentique, il est propre au peuple gabonais. C'est de ça qu'il est question en fait. Mais c'est aussi ça quand je parle de rêve mortel. C'est
c'est accepter tout cet émerveillement autour du christianisme. Je suis désolé, j'ai dit je suis chrétien, mais ce n'est pas toutes les pratiques religieuses qui sont bonnes pour l'Afrique. Parce qu'il y a autre chose. J'ai discuté avec beaucoup de pasteurs qui sont parfois des philosophes, mais avec qui on se comprend. Il y a parfois des erreurs sur l'interprétation. Je n'ai pas dit sur la Bible, j'ai dit sur l'interprétation des versets bibliques. Parce que derrière, quand l'Occident arrivait à piller l'Afrique jusqu'à son identité, il fallait vider jusqu'à, comme dit Aimé Césaire, jusqu'à nos propres noms. Si vous avez remarqué tout ce que vous êtes, j'ai préféré qu'on m'appelle Bouchéli, pas bénitien. Je n'ai pas beaucoup d'admiration pour ce prénom, parce que ce n'est pas l'origine de ce prénom juif, plutôt chrétien. Mais comme dit Bouchéli, je pense à celui qui portait ce nom. Je sais qu'à me nommant Bouchéli, mes parents l'ont chargé de symboles. Et j'incarne donc les symboles de ce nom qui est authentique à mon identité. Et donc, je ne suis pas contre la religion. Je dis, c'est aussi le chrétien qui parle quand je m'aventure dans ces débats. Mais je sais juste qu'il faudrait que nous ayons notre part de valorisation pour que nous ayons une culture à transmettre à nos enfants. Et cette part de culture que nous avons héritée, que nous devons hériter de nos différentes identités, c'est à partir de la pratique. J'admire chez mes amis font le fait que tout le monde parle mon enfant. Quand un enfant a un certain âge, les parents lui parlent en langue. Tout de suite, quand les enfants se trouvent, mais importe le lieu, ils se mettent à parler fond. Ils se disent, on est fond. Vous parlez quelle langue là? Fond. Ah d'accord, vous voyez, c'est déjà une part de responsabilité. Mais c'est ça, c'est là les traditions, je vais dire. Oh, vous êtes deux fonds, vous parlez en français, alors que vous êtes fond. C'est quoi votre tradition là? Quelles sont les pratiques que vous voulez vulgariser? Qu'est-ce que vous allez transmettre demain à vos enfants? Quelle identité allez-vous céder aux futures générations? Sommes-nous en train d'entretenir un rêve d'avenir sur le plan identitaire ou en train de le tuer? Donc voilà des questions qui devraient intéresser notre génération. En parlant de cela, je ne suis pas en train de penser qu'il faut influencer, plutôt qu'il faut retransmettre ou reporter le discours, on va dire quoi, le discours xénophobe ou encore tribaliste. La preuve c'est que je suis ici avec Peter Stéphane Lassagle. Beaucoup de gens entre nous, déjà en tant qu'écrivains, vous imaginez combien que ce soit des hommes politiques ou des hommes de culture qui influencent sur notre relation. Mais Peter, pourquoi tu parles avec Bénitien? Bénitien laisse Peter, etc. Ta faute. Dégage. Donc, il y a des comme ça qu'on essaie de faire, parce qu'ils ne veulent pas, ils essaient de voir comment fonctionne une relation entre deux jeunes. Qu'est-ce qui marche entre eux? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, etc. Mais parce que les jeunes n'aiment pas voir ça, en fait. Qu'un gars du Nord, voilà, se comprennent parfaitement bien, qu'il n'y a aucun problème, s'insultent, mais voilà, ils marchent avec une gars du Sud, etc. etc. Mais c'est ça l'avenir de notre pays, malheureusement. C'est ça l'ambition que devrait nourrir et mûrir notre génération. Être du Sud tout en étant du Nord. Ça, c'est assez important en fait. Mais si on n'a pas compris ça, on a échoué. Mais je suis désolé de remarquer que dans notre pays, même les plus intellectuels que nous admirons entretiennent encore ce discours tribaliste. Où en fait, les fonds marchent avec les fonds, les élites avec les élites, même en milieu universitaire, les poumons avec les poumons. Et nous, quand nous venons dans des pays comme le Maroc, etc., ça fonctionne comme ça. Ah, non, c'est les fonds qui roulent avec ses amis fonds, ils sont tous de l'OIM, ils sont tous du Nord, etc., etc. Non, ils sont fonds, oui d'accord, mais ils marchent avec X personnes parce qu'ils sont tous fonds de l'OIM. Celle-là est les fonds de Njolé, ou est les fonds de Lambaréné. Mais tant que notre génération va continuer à pérenniser ce genre de pratiques, je vous assure que notre société sera toujours en train d'évoluer vers le même rêve mental qu'on nous ensemble. Donc c'est à nous de nous imposer et d'imposer à nos différentes sociétés des différentes façons de fonctionner. Et ces façons de fonctionner, non seulement je les dénonce, mais je les propose à travers mes livres. D'accord. Donc pour vous, votre chrétienté n'est pas la fin de la tradition africaine? Non. Ma foi en Dieu n'influence nullement mon identité culturelle. Amen. Je vous dis tout ça, je suis chrétien, je suis des malades. Et pour vous, la chrétienté, la relation? Je partage exactement la vie de mon petit frère. C'est le frère de Païen. Hein. C'est le frère de qui? Ah bon? Ah bon? Jamais. Mais arrive. Je ne suis jamais le frère de Païen. La question c'était votre rapport entre la chrétienté et la tradition. Il peut faire. Mais je partage. Et nous saluons le grand paille au passage. Je partage le même avis que Bénitien. Je partage exactement le même avis que Bénitien. Je suis africain avant d'être chrétien. Comme il a dit, ils ne nous ont pas apporté Dieu. On avait déjà la connaissance de Dieu. C'est justement à cause de cette connaissance. Vous apportez Dieu en français seulement. Voilà, exactement. Dieu en français. Exactement. Mais je suis totalement d'accord avec lui.
C'est le fait d'être chrétien, je l'assume. Je suis catholique, je l'assume, je le dis, je le porte. Et vous vous ferez initier? Vous vous ferez initier? C'est dans mes intentions, justement. C'est dans mes intentions, justement, parce qu'aujourd'hui, j'ai quelque part honte de ne pas maîtriser mes propres traditions. Je ne connais rien de mes traditions. Aujourd'hui, j'ai honte de ça, en fait. J'ai honte de ça. Parce que le fan, aujourd'hui, il parlait de ça. Je ne parle même pas le fan, je peux le comprendre. Je ne parle pas, et ça, j'ai vraiment honte. Mais tu n'es pas du Grand Nord. Waouh! Non, je ne suis pas du Grand Nord. Ah, ouais. Je suis fan de l'estuaire. Ah, voilà. Je suis fan de l'estuaire. Donc voilà, ne pas parler ma langue, pour moi, c'est une véritable tare, en fait. Et voilà. Mirabel. Tu parles bien la langue des autres. Malheureusement. Et trop bien même. Il y a un homme qui disait tu ne peux pas prétendre vouloir apprendre les langues des autres si tu ne parles pas la tienne. Je suis d'accord avec ça. Et quand on parle à un homme dans sa langue, on parle à son cœur. En effet, oui. Voilà. Autre question? Une intervention? Peut-être c'est pas vraiment une question, mais c'est peut-être de dire, en fait, moi je suis, bon, Amy me connaît, je suis beaucoup pour la valeur commune, en fait, genre pour inspirer, pour tout ce qui est commun, en fait, l'intérêt commun, voilà. Et donc là, je me dis, je suis là aujourd'hui parce que je pense que c'est l'intérêt commun, le Gabon. Et donc je me dis que les écrits, en fait, pas seulement au Gabon, mais les gens ont toujours considéré les écrits juste que c'est des écrits, en fait. Et en Occident, il y a les uns qui écrivent et les autres qui se servent des écrits pour pouvoir construire. Maintenant, moi, peut-être une recommandation pour vous, c'est que pour les années à venir, on est dans une dynamique où on essaie de changer les choses. On ne doit plus être dans le « on va encore faire comme on mais voilà, on fait quelque chose ». C'est d'utiliser vos écrits pour constituer des réseaux. Déjà à travers le réseau social, vraiment Facebook, mais de constituer des réseaux d'intellectuels, d'ingénieurs, de personnes qui ont fait la logistique, politique, de constituer de vrais réseaux pour qu'après les générations, parce qu'on va rentrer, je pense qu'on va rentrer chez nous à peu près en même temps, dans quelques années, 5-10 ans quand même, il y aura toujours des gens qui vont rester à l'extérieur, mais à l'intérieur, essayer d'impacter. Donc, dans mon environnement, je crée des projets tout le temps, je crée des choses chaque jour, et ce serait à vous les écrivains, vous avez beaucoup de contacts, vous connaissez beaucoup de personnes, et à tout le monde ici, d'apprendre à constituer des réseaux pour faire de vraies choses, pour matérialiser les écrits, pour conscientiser encore mieux. Vraiment, même si on n'a pas besoin d'aller à l'école pour faire ça, on peut au Gabon par exemple avoir Luc là, l'utiliser par exemple pour faire connaître le livre, pour faire connaître des passages, pour faire connaître, comme tu as dit, Naomi a proposé tout à l'heure, faire des vidéos avec les écrits, après créer des trucs, beaucoup de choses pour les jeunes, mes petits frères qui sont en ce moment bien dans les Kobolo et tout le reste, pour les faire sortir de là. Vraiment être vraiment dans l'action. Donc ne pas dire que moi j'écris juste et puis je me limite à écrire. Non, se dire bon, j'écris, il faut que ça serve vraiment. Parce que nous qui sommes à l'extérieur, on est beaucoup dans la théorie parce que je dis tous les jours, knowledge is power. Donc la connaissance c'est le pouvoir. Donc maintenant on a la connaissance. On va adapter ce qu'on a parce qu'on ne peut pas faire exactement comme ici. C'est pas chez nous, c'est pas notre culture. Parce que moi aussi je suis beaucoup dans la tradition. Maintenant, on doit adapter avec le bagage intellectuel qu'on a. On doit mettre en œuvre parce que la théorie est de loin, vraiment, c'est vraiment trop loin de la pratique. Mais on doit essayer, donc on doit le faire. Donc à vous, moi, mon message pour vous, c'est vraiment qu'on ne doit pas se limiter à ce qui est de nous, nos petites personnes, nos écrits. On doit se limiter à créer plus grand, à voir plus loin, à arrêter. Donc, on était dans nos petits coups avant, effectivement, il y a... Oui, on va aller se faire foutre. On doit. C'est pareil pour moi. Donc, dites au roi d'aller au diable alors. Donc, nous, on va faire ça pour nous-mêmes, pour nos frères, pour nos amis, pour nos connaissances. On ne va pas aujourd'hui dire que Jean, tu as dit que pour entrer au pays, par exemple, c'est une question d'opportunité parce qu'on sait tous, on connaît la réalité actuelle. Notre génération, à nous, peut-être dans 5 ans, 10 ans, on va tuer ces habitudes-là, on va tuer toutes ces petites choses-là. Mais vraiment, c'est en rentrant déjà chez nous. Donc on est venu chez les autres prendre, on prend tout ce qu'on apprend, on adapte, et puis on fait de grandes choses.
C'est ça mon optique. Donc c'était ça mon message pour vous aujourd'hui. Et puis voilà. Merci beaucoup. Une question d'internet. Il y a un gars qui demande pourquoi le gars est fâché comme ça. On parle de ce gars. Il n'est pas fâché. Il n'est pas fâché. Une question d'internet. Ah d'accord, non, je ne suis pas fâché. Tous ceux qui me regardent souvent à la télé, savent que quand je parle des questions qui me frustrent en fait. Bien sûr, c'est normal. Le problème, c'est que vous ne savez pas ce qui m'habite quand je vous parle de la mort de mon pays. Vous ne savez pas comment je vis, comment je dors, en sachant qu'au Gabon, on admire le foisonnement des églises plutôt que la construction des écoles. Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant, quand je vais sur Facebook, je vois la prolifération aujourd'hui des coachs, des gens qui se disent coach, quelqu'un n'a pas fini sa licence, qui va se vouloir animer de grandes conférences dans des salles pour parler. Ça sonne en fait. Donc, comment une société peut entrer Mais la valeur n'attend que le nombre d'années. Être coach, c'est plus profond que ce que les gens de raconter. C'est percutant. C'est l'orientation d'une âme et l'âme d'une société. On blague avec ça. Je suis désolé. Il a raison. Et vous voyez, excuse-moi, ça démange. On va être heureux quand on essaie de prendre conscience de comment devrait évoluer notre société et qu'on l'admire aller fonctionner dans la gadoue. On ne peut qu'être fâché en fait. Mais je ne suis pas fâché contre les gens, je suis fâché contre moi-même. Parce que je me sens incapable d'agir directement. Je suis incapable parce que je sens mes limites. Tu es fâché, ça pousse au suicide. Qu'est-ce qui vous manque? Vous pensez qu'il suffit de théoriser pour quelque chose? Mais qu'est-ce qui vous manque? Non, mais tout à l'heure je vous disais, je suis déçu de voir que l'État gabonais, par exemple, du Gabon, mais bien sûr, j'ai un rapport direct avec la politique. Oui. Ça, je n'ai peur de personne. Mais est-ce que c'est pas ce qui est plus grave même de remettre tout à l'État, parce qu'aujourd'hui on voit par exemple les pays comme le Ghana. C'est la contribution du contribuable. Lorsque le contribuable investit pour qu'on son argent est souscrit chaque fin du mois, pour qu'on construise des écoles et qu'on n'en construise pas, l'État, chaque Gabonais est responsable. Vous voyez? Donc j'ai dit, quand je vois l'État encourager la prolifération des églises plutôt que celle des écoles, ça énerve en fait. Voilà. Ça vous énerve vous-même. Parce que vous avez envie de casser toutes ces églises-là. Ils ont les bars d'abord, même avant les églises. J'arrive, je ne parle pas seulement des églises, je parle des bars et autres. Je dis ça vous énerve parce que vous n'avez pas l'autorité de décider sur la destruction des bars à côté des écoles. Vous n'avez pas cette autorité. Mais ça vous énerve quand même. Vous êtes incapable de prendre une loi pour détruire, pour limiter, les églises. Des pasteurs qui viennent se faire de l'argent, ils viennent parler de Dieu, vous êtes d'accord. Mais ils viennent faire de l'argent. Donc même ceux qui sont diplômés pour parler de Dieu sont derrière. Les églises catholiques et protestantes, aujourd'hui c'est vide, ou le dimanche des églises de réveil. Ça interroge en fait, ça démange la conscience. Ce n'est pas tant qu'on est contre la religion, mais c'est contre la pratique de la religion. Qu'est-ce qui se fait à l'intérieur? Les gens qui vont à l'église pour le mariage, pour chercher le travail, alors que les jeunes filles partent des journées entières sur Internet à chercher un mari. Facebook. Et en fait, vous, on va être content de ça en fait. Vous voyez, donc tout ça, ça pousse à la politique. Je suis désolé pour la réponse de l'internaute. Je suis en colère contre moi-même en fait. Je suis incapable d'agir directement. Pas de fâcher. Non, c'est pour Tu avais une question? Non, pour enchérir par rapport à ce qu'elle disait, la vérité c'est que Peter et Bouchedi n'ont aucune force. D'accord? Ils n'auront de force que celle qu'on voudra bien les prêter. Et voilà. Ils sont au Maroc aujourd'hui. Luc a donné un espace. Quelqu'un a acheté un coca. L'autre a posé sa table. L'autre a dépensé du crédit pour appeler 1, 2, 3 amis qui arrivent. On leur prête cette force-là pour pouvoir avancer. Et l'autre filme. Et l'autre film. Voilà. En tant qu'individu isolé, ils ne peuvent rien. C'est à nous de porter ceux qui s'expriment le mieux, ceux qui font le mieux, ceux qui montrent le chemin, ceux qui montrent la direction. Et j'en parlais avec Peter, ça fait quelque temps qu'on se connaît là, juste à peine, hein. C'est Luc qui nous a mis en relation. Lorsqu'on parle d'événements à caractère intellectuel au Maroc, hein, les Gabonais ne viennent pas. C'est pas pareil. Non, je te promets, les Gabonais ne viennent pas. Mettez des bus à notre disposition peut-être. Regarde, mais lorsque... Ils vont aller, quand il y aura la fête, ils iront, désolé. Ils iront à la fête. Mais lorsqu'on parle lorsqu'on dit soirée, pas de réjouissance, ils sont là. Tu vois, et nous, lorsqu'on a pris l'association, lorsqu'on a pris la tête de l'association, comme dit Bouchedi, à un moment donné, tu te sens investi d'une mission particulière. Tu ne sais pas si les autres ressentent
ce fardeau, ce poids, mais toi tu te sens investi. Et donc là, on organise des journées intellectuelles, mais on a invité Luc, par exemple, pour parler de, c'était quoi? L'influence des réseaux sociaux sur les mentalités, et ainsi de suite. Donc, il y a un gros travail à faire. Il y a un gros travail à faire. Comme je disais, on veut vulgariser le livre dans la culture gabonaise. Ce n'est pas un pan, comme dire, c'est la culture gabonaise. Et là, qu'est-ce que la diaspora gabonaise au Maroc peut faire pour vulgariser le livre? On a 2 éditeurs qui sont là avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Porter leur livre, porter le message, ainsi de suite. Donc c'est vraiment une responsabilité commune. Ils n'ont pas de force. C'est nous qui l'avons. De machin. Et la recrudescence des coachs, des églises de réveil, ainsi de suite, c'est quoi? C'est le reflet d'une société désespérée. Qui n'ont pas d'identité surtout. Rien d'autre. Vraiment, les Et personnes vous sans voyez, identité. il y a une église au Gabon, au niveau de Kingélé. Mais c'est très sérieux. Pourquoi ils sont allés planter, arrêter de souffrir au niveau de Kingélé? La Vous solution, pensez que cette église aurait eu du succès à s'habiller en beauté? Jamais. Non. Donc on continue de surfer sur le désespoir des gens pour pouvoir se faire de l'argent derrière. Et c'est bien dommage. C'est des réalités qu'on rencontre un peu partout. Hein. Ah oui, On va au-delà du Gabon, c'est pareil. Oui, effectivement. Au Je suis Congo. au Congo, j'ai vu une église, la dernière cartouche de Dieu. Comment ça? Oui, le Congo, Ils ils sont trop forts. mais c'est leur façon de dénoncer, c'est pas ça peut-être? Non, j'ai même regardé, partagé pire. la vidéo d'une dame qui... Pire que ce qui se passe au Gabon. Au Congo, pour y avoir été, pour avoir été dans l'Est où les populations sont vraiment à terre, comme je disais à Clétan, en fait, moi j'ai été étonné de voir un pays qui soit, enfin, pour le Congo, c'est un pays immensément riche. Oui. Et j'ai été étonné en y allant de découvrir en fait que le Gabon est loin devant le Congo en fait, en termes de développement. Vous voyez? Et là-bas, les églises, c'est voilà quoi, c'est pire qu'au Gabon. C'est pire qu'au Gabon et c'est tout le temps full. C'est tout le temps full. Vous vous demandez comment les populations font pour alimenter ces pasteurs-là qui sont de plus en plus riches, alors qu'ils n'ont rien à manger. On vous dit aujourd'hui, vous allez dans une église, on vous dit que la source de votre mal, c'est votre enfant. Les parents, soi-disant censés, ils vont à la maison, ils mettent des enfants dehors. Vous voyez le phénomène des enfants de rue. Il y a Les enfants sorciers. Des enfants sorciers. On vous dit que voilà, que ton enfant, si tu ne décolles pas, c'est parce que ton enfant est sorcier. Ne vous posez pas la question qu'à la base, si tu ne décolles pas, c'est parce que tu n'as peut-être pas de diplôme, que tu n'es pas instruite. Mais non, on te dit c'est parce que ton enfant est sorcier qu'il a, voilà, qu'il... Mais c'est dommage en fait qu'on instrumentalise la religion pour ce genre de choses en fait. C'est pas juste dans la religion qu'on dit ça, même dans la tradition, chez les tradis praticiens et tout ça, il y en a. Il y en a qui font ça. Même chez les gars, j'ai jamais entendu parler de ça chez les catholiques. Moi, je crois en Dieu, mais c'est pas Il ne faut pas accuser l'église. Vraiment, c'est nous-mêmes. Il ne faut pas toucher l'église même. Non, c'est pas une question. Non, de- on c'est pas juste pour. Ce ne sont pas des questions d'église en fait. En fait, comme moi j'ai dit, la prolifération des églises, j'indexe la société. En fait, c'est ça. Le problème, ce n'est pas l'église. J'ai dit, moi je suis chrétien. Je crois totalement en Dieu par Jésus-Christ. Autant je n'ai aucune relation avec Jésus-Christ parce qu'il est juif. Moi je suis de Madinga. Mais je crois en Dieu par lui. Je pourrais bien croire en Dieu par Mohamed ou par Jésus, mais je crois en Dieu par Jésus. C'est que je me limite dans la pratique de l'église à hisser ma foi. Parce que je crois que Dieu s'intéresse à notre morale en fait. Voilà. Plutôt qu'au corps, il s'en fout du corps. Ton corps meurt, il pourrit quelque part. Il ne s'intéresse pas à ça. Mais plutôt à la valeur de ton âme et de ton esprit. Mais la valeur de l'âme et de l'esprit, c'est comme la société. C'est la société en fait. Quelles sont les valeurs qui circulent dans notre société? Lorsqu'on va à l'église pour chercher le mari, est-ce que la Bible a dit que tu devrais te marier à l'église? Lorsqu'on va à l'église parce qu'on veut être diplômé, qu'est-ce que tu fais la nuit pour ne pas lire tes cahiers? C'est pas l'église, je suis désolé. C'est la pratique, c'est l'abus en fait. C'est la désespérance dont il parle. Mais ce n'est pas la désespérance, c'est le déséquilibre. C'est le déséquilibre d'une société. Une société qui ne croit plus en elle-même, qui ne croit plus en ses propres valeurs. Voilà. C'est cette société qui cherche sur quoi s'accrocher pour bâtir son espérance sur l'avenir. Mais c'est une société qui a finalement échoué. Parce qu'on dit chez nous, je crois que c'est un adage populaire, quand quelqu'un se noie, il s'accroche à tout, parfois même à la queue d'un serpent. Une génération, peut-être. Non, pas une génération, une société. Et donc aujourd'hui, les sociétés africaines, parce qu'il est question de parler de ça, s'accrochent, pensent qu'il faut s'accrocher
à Dieu ou à l'église. Mais elles passeront des milliers d'années à jeûner. Dieu ne va jamais exaucer cette prière. Parce que la Bible est claire. Je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, toutes les puissances des ténèbres. Je te donne l'intelligence. Il dit, la Bible est claire, il a fabriqué l'homme. Il a fabriqué, ensuite il a sorti la femme de la côte de l'homme. C'est-à-dire que tu es même créateur de vie. Où ta part de chair est création. Mais en fait, on s'amuse avec ça. On ne va pas interpréter la Bible dans ce sens-là. On va chercher dans le sens avec la richesse. Mais c'est des manipulations psychologiques. Et ça ne tombe que dans un peuple. Un peuple perdu. Pourquoi l'Europe fonctionne? Je suis désolé. Ce sont les Blancs qui nous ont amené la religion. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, on trouve de moins en moins des Européens à l'église. De moins en moins. Pourquoi? Parce qu'ils sont préoccupés à travailler pour l'avenir. Pas qu'ils ne croient pas en Dieu, je ne le dis pas. Je dis dans les églises. Quand j'arrive à Marseille, directement, je descends la gare, je suis allé dans son église. Ce n'est pas plus de 100 personnes à l'église, hein. Une grande église. Peter, tu peux en témoigner. Pourtant, ce sont eux qui amènent le catholicisme au Gabon. Mais pourquoi? Ils sont préoccupés à travailler, en fait. Parce qu'il faut bâtir l'avenir, pas qu'ils ne croient pas en Dieu. Or, nos sociétés aujourd'hui, ben, une femme passe le temps à jeûner. Oh Seigneur Jésus, c'est faux. Il ne va jamais exaucer cette prière-là. Parce que tu as le pouvoir de te trouver un emploi. Tu as les capacités de création. Dieu a des problèmes sur les trucs plus importants à faire que d'exaucer un miracle de chercher à manger. Je suis désolé. Tu ne peux pas mourir de faim, tu es incapable d'aller en plantation, faire un truc. Ah, Seigneur, je veux manger quoi? Et tu penses qu'il va exaucer cette prière. C'est faux, ça ne marche pas. Et donc, je suis désolé, cette souffrance qu'on veut arrêter sera continue. Parce qu'elle est entretenue à partir de la psychologie. Venez, oh, le miracle, c'est faux. Les miracles n'existent que pour les personnes qui y croient d'ailleurs. Le véritable miracle, c'est Dieu. C'est une question de destinée. Tu es fait pour réussir, tu vas réussir. Crois, travail, point barre. Mais tu vas passer des nuits blanches, arrêter de souffrir. Tu es malade, au lieu d'aller te faire guérir, te faire soigner ou guérir, te faire soigner soit à un gênant ou encore là à l'hôpital, tu vas aller pour que le pasteur prie. Mais tu sais que tu souffres de la grippe. Va te faire soigner à l'hôpital. C'est aussi simple que ça. Non, la prière n'est guérie que lorsqu'elle est accompagnée des médicaments. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Les prières qui guérissent, je n'ai pas fini. Je dis, tu ne peux pas avoir mal à la tête, tu pries, tu seras guéri. C'est faux. Alors tu sais que pas guéri. Les prières qui guérissent sont accompagnées de médicaments. La prière guérit lorsque tu es plus malade et que les médicaments ne peuvent plus. Là, Dieu te dit, invoque-moi le temps de test, j'interviendrai. C'est aussi simple que ça. Tant que tu n'as pas de test, tu n'interviens pas. Tant que Dieu sait que tu es capable de trouver des solutions, il n'intervient pas. C'est aussi simple que ça. Bon, au sujet de l'église. C'est ça, aussi simple que ça en fait. Donc aujourd'hui, les gens s'approchent à l'église pour tout et n'importe quoi. Et Dieu vous pousse toujours à souffrir parce qu'il vous dit vous avez la capacité d'être des hommes. Pour revenir aussi sur le sujet de l'église, c'est vrai que c'était pas trop le thème. Oui, c'est vrai. C'est juste pour terminer ce point. C'est juste pour dire que peut-être que l'Afrique est encore en retard par rapport à l'interprétation, comme vous avez dit, parce que en réalité, dans la Bible, l'église dont on parle aujourd'hui, dont le prophète Jérémie parle, c'est le temple du corps même de la personne. Ça veut dire qu'en effet, la solution n'est plus dans le bâtiment, dans le fait d'aller communier forcément, mais c'est en nous-mêmes. On est des petits dieux. C'est aussi bien, parce que la même Bible dit que c'est bien que les gens se retrouvent en assemblée pour parler, pour communier. Oui. C'est aussi important parce que derrière les témoignages, comme nous sommes là, nous parlons de lui, ne vous en faites pas. C'est que nous disons influence. Quand nous parlons des livres, moi, quand j'ai écrit, je suis inspiré par le Saint-Esprit. Parce que ce que j'écris, ce n'est pas mon intelligence, c'est lui qui me la donne d'ailleurs. Donc quand j'écris, c'est parce que ce message doit toucher quelqu'un. Et donc parfois, il faut qu'on se retrouve comme ça, par exemple, pour trouver des solutions. Si tu n'as pas compris une partie du livre, l'autre a bien compris, ça s'explique, ça se comprend. C'est pareil pour la Bible en fait. Donc c'est bien que les enfants de Dieu se retrouvent, discutent des problèmes de foi liés à leur orientation, leur conduite dans la vie sociale. Parce qu'il est inimaginable que les mêmes personnes qui vont à l'église prier tous les soirs, qui ne veulent pas souffrir, se retrouvent dans la dépravation. Les mêmes qui vont prier tous les soirs, surtout sur les réseaux sociaux, chercher le mari, envoient les nuits aux hommes. Tu vas te trouver quel mari en fait si tu envoies la couleur de ton vagin à 10 sur Facebook, alors tu sais que tout le monde est ami à tout le monde. Ça marche. Le truc c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et sans oublier ceux qui en demandent. Ça ne marche. Non, je ne peux plus me demander. Je ne peux plus me demander parce que Jésus a été tenté par Satan lors de son jeûne. Jésus n'a pas cédé. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas le demandeur, c'est lui qui offre le problème. Celui qui demande, c'est pour qu'il veut tenter la sensibilité de la personne. C'est aussi simple que ça. Jésus a été tenté. Les gens disent, je ne suis pas Jésus, mais c'est faux. Dieu nous a créés, il dit, j'ai créé l'homme à mon image. Est-ce que les gens réalisent même la parole? Est-ce qu'ils lisent même la Bible en fait? Ces personnes qui vont dans les églises là. Non, je me pose bien des questions, je suis désolé les gars. Non, c'est plus profond. Le problème est profond. Le problème est psychologique. Et notre peuple, je ne parle pas d'Afrique, a du mal à ce niveau.
Notre peuple a du mal à ce niveau. Regardez comment se comportent par exemple les Béninois, qui sont encore ancrés par exemple dans la pratique du vaudou. Non, c'est bien que les gens disent le vaudou c'est ceci, oui, mais vous savez comment se comportent les initiés quand ils lancent le djembe. Vous savez comment se pratique l'omékan, comment se pratique le witi, etc. Ce sont des pratiques identitaires en fait. Tu vois, mais les personnes restent dignes, travaillent main dans la main, et de telle sorte que leur société évolue à l'intérieur même de la communauté. Or, nous sommes une communauté déjà qui ne se connaît pas dans ses propres pratiques, une communauté détachée de son identité, une communauté qui s'accroche à tout et Est-ce que c'est pas aussi le mythe du secret qui a entretenu le fait qu'aujourd'hui les Africains ne connaissent plus trop bien? Oui, le truc de la tradition, c'est secret, c'est spirituel, on ne doit pas tout dire. Est-ce que c'est pas ça? Là, on a dit aux étudiants gabonais qui sont au Maroc de venir assister à cette apéro littéraire. D'autres sont arrivés. Non, je pense que le mythe du secret en fait, dans notre ça existe. pour l'attraction. Ça existe. Voilà, c'est plus pour l'attraction. Le secret, c'est ça. On vous dit, venez, pour on que va les gens discuter viennent. autour Voilà, des vraiment... sujets assez salvateurs. Vous avez vu les gens venir là. C'est pareil. Quand je dis, à chaque fois que moi je vais à Malinga, dans mon espace culturel, je discute avec mes grands-parents. L'intérêt que tu portes à... Voilà, donc, à chaque fois que je vais chez moi au village, je discute avec les parents. Je suis parti quand j'écrivais Cendre de mots. J'ai fait un voyage de Libreville pour Colabona. Je ne suis pas fan. C'est le village de Finzin avant Oyem. Je parle de Libreville pour Colabona. Je m'assois dans ce village, je demande à un papa de me chanter le vêt. Je n'entends aucun mot fond. Pendant que le papa chante, joue le vêt, moi je ferme les yeux parce que je veux le comprendre autrement. Je ne suis pas fan. Je me dis, il y a quelque chose qui manque dans mon esprit en fait. Il faut que je l'entende à travers le rythme. Mais je ne peux le percevoir que dans cette pratique culturelle-là. Je vais écouter le vêt, je n'entends aucun mot fond. Mais le papa joue. Il s'est dit, j'ai dit au papa, j'explique papa, c'est pas pour le simple plaisir, je paye, mais pas pour le plaisir parce que je veux que mon âme saisisse des éléments essentiels à partir de la sonorité et sa voix, la curiosité. Je ne suis pas allé m'initier, c'est vrai, mais c'est une initiation à l'élévation de son esprit. Or, nous, aujourd'hui, on s'en fout en fait. Tu dis en fait, non, c'est pour les anciens. Tu parles du Malang, tu parles du Biti, etc. Non, ça c'est interdit. Est-ce que vous avez demandé pourquoi c'est interdit? À qui c'est interdit? Ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on essaie de pérenniser un discours reçu qui nous empêche, nous, d'ouvrir des portes de notre véritable bonheur. Oui. Pour revenir sur les livres, il y a un internaute qui demande au Wali Antia, j'ai pris le live en cours. Est-ce que la présentation a été faite? Est-ce qu'on peut revenir un peu sur... Non, Wali Antia, on ne nous en met pas. On a fait la Tu reprends le live. Demain, tu reprends la diffusion du direct. La diffusion. Et au Wali Antia, tu es au courant de tout. Samedi 14h. À partir de 14h à l'ambassade du Gabon. 72 avenue Mehdi Ben Barka. Qu'est-ce qu'il y a? On va jouer à domicile. Chez nous, les places sont limitées. Elle aura les éléments de réponse. Voilà. Ah d'accord. Il y aura un bus, Wally, ne nous embête pas. Ça a commencé depuis. Voilà, tu vas voir le livre, à défaut, tu sais quoi des questions. Voilà, tu sais quoi des questions. Ouais, l'heure avançant, je pense qu'on va prendre des dernières interventions. Oui, bien sûr. S'il y a d'autres interventions, mais qui soient axées que sur les livres, parce qu'on a fait pas mal de digression un peu. Parce qu'il est 22h. Non, il n'y a rien d'autre à dire. C'est pas une question. Non. Monsieur les livres uniquement. Là, sur les livres. Sur les livres. tu pourras le voir. Ouais, après, voilà. D'accord, vous avez dit au roi d'aller au diable. Bon, ça peut être vous deux. Vous êtes donc pour l'Afrique. Pour vous, vous dites il faut être dictateur ou bien la démocratie? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Ça, c'est une question qui va... Mais quand on dit au roi d'aller au diable, vous en tant que roi, c'est ça, c'est exactement ça. Je l'ai expliqué à 2 reprises, tout à l'heure en présentant et lorsque le Frangin a posé la question. Oui, mais vu ce qui se passe... Tu n'as pas perçu ce que j'ai dit. Si, j'ai écouté, mais quand ça va mal, il faut la dictature. Non, quand ça va mal, pour vous, vous êtes dictature, ou bien c'est la démocratie, il faut dialoguer quand ça va mal. Parce que là, on est en train de dialoguer, mais vu que le dialogue ne marche pas toujours, est-ce qu'il faut la dictature? Là, il a marché, là. Ah, bon, juste entre nous, oui, on peut dire ça comme ça. Après, moi, personnellement, je ne sais pas si nos sociétés africaines, telles qu'elles sont conçues actuellement, sont, comment dire, sont... je ne sais pas si la démocratie est adaptée à nos sociétés africaines actuelles. Mais vu qu'on était des anciens royaumes. Ça tombe bien parce que, enfin, pas ça tombe bien, en tout cas, c'est une réflexion que je suis en train de mener actuellement. De savoir, est-ce que la démocratie est adaptée à la société africaine? Je me pose la question. Je n'ai pas la réponse, mais je suis en pleine réflexion.
Peut-être que Boucheli a la réponse, peut-être que... Non, la question elle est simple avant de parler de démocratie ou de dictature. Enfin, je ne sais pas ce qu'on entend par démocratie. J'ignore ce qu'on entend par dictature. Parce que monopoliser la parole dans un débat, c'est déjà la dictature. Être brutal, c'est pas excessif. Dans son expression, on parle de dictature lexique. La dictature existe à tous les niveaux en fait. Mais alors, dans le cadre de l'espèce, c'est quoi la dictature? C'est d'abord quoi la démocratie? C'est aussi simple, on dit, c'est par rapport à ce qu'on vit en Afrique, politiquement parlant. On ne peut pas être pour la dictature et écrire de tels livres. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas être pour les démocraties, on ne parle pas de démocratie participative, etc. C'est plus des questions très théoriques, je rentre là-dedans. On veut juste que tous les dictateurs aillent se faire foutre. Point barre, on veut que nos sociétés évoluent. On veut que ça change. On veut rêver. On veut des écoles. On veut le bonheur. On veut vivre heureux en fait. On veut des sociétés prospères. Des sociétés qui croient en elles-mêmes en fait. Des sociétés qui mitent sur sa jeunesse. Des sociétés qui diversifient les forces. Des sociétés voilà, des sociétés normales. Simplement, des sociétés normales où la vie est plus chère que tout. D'accord. Donc, toujours au sujet de livres, c'est disponible au Gabon, tous les ouvrages, on peut les trouver Ils sont au tous Gabon. disponibles au Gabon, sauf le dernier qui a été publié il y a 10 jours. Sinon, tous les livres sont disponibles au Gabon, principalement à Giant Secad. D'accord. À des prix défiant. Toute concurrence. Et à la portée de toutes les bourses. À la portée de toutes les bourses. Ah bon? À la portée de toutes les bourses. Aujourd'hui, si on a la possibilité de s'acheter, je ne sais pas trop quoi, 15 000 francs CFA, on peut s'acheter un livre à 6 500 francs CFA. C'est quoi? C'est le livre. Le Gabonais n'aime pas lire. Le Gabonais n'aime pas lire. Une autre question? Ils vont aimer lire. Une autre question? C'est ces questions qu'on dirait. Oui, il y a une question aussi. Oui. Ouais. Est-ce que ces livres pourront nous aider à sortir du point de vue? Du? Point de vue. C'est quoi? La fin des cerveaux. La fête des cerveaux. Ivan Veil. Quel livre? Les œuvres en fait. Le site anglais, Pourquoi il y a la faute des cerveaux, Kevin? Pourquoi il y a la faute des Et je crois cerveaux? que Il a beaucoup discuté de ça. Oui, oui. Pourquoi il y a la faute des cerveaux? Boucheli, on À a. cause de Noblet, Justement. oui, le faux sens. Ok. Mais est-ce que c'est pas aussi un manque de patriotisme? Voilà. Pour dire que nous sommes incapables d'offrir à notre jeunesse des conditions propices pour rester au pays. Et donc cette jeunesse-là, elle voit les yeux au bonheur de l'Occident. Et elle y va, quoi. Elle y va. Après, on sait tout ce qui se passe. Donc après avoir dénoncé tout ça, on espère que, par exemple, Boucheli, vous ouvrez une école qui va accueillir des étudiants gabonais dans 20 ans, dans 25 ans, à l'exemple du professeur Atos Ratanga qui avait l'université là. Je ne suis encore qu'étudiant. Je suis venu ici parce que mon pays m'a envoyé en mission. Et parmi les Mais missions Facebook a été créé par un étudiant. Elle a dit, Et elle je suis espère en que train, dans 20 ans, en mademoiselle, fait. Facebook a été créé par un étudiant. Ces livres sont aussi écrits par un étudiant. Bien sûr. Ben voilà, c'est pour dire qu'au-delà de la mission de mon pays, j'essaie d'explorer autre chose pour rendre fier mon pays. Pour participer à la construction de mon pays, à travers mes livres, etc. Oui, si. Après, si j'aurais de l'argent pour construire les écoles, je n'hésiterai pas. Si je suis impliqué dans des projets constructifs, je n'hésiterai pas. Nous ferons le nôtre mieux Je maximise sur mes possibilités. pour que les livres se vendent bien jusqu'à ce que vous puissiez ouvrir au foin une école. Les livres ne construisent pas des écoles. Bien sûr, les livres ne construisent pas des écoles. Quel écrivain a construit une école? Même pas les novellistes. Peut-être comme elle disait, l'action commune, se mettre en commun. Il faut des actions communes. Il faut que les Gabonais se parlent, les Gabonais conjuguent leurs forces, il faut que les Gabonais s'attendent, les Gabonais s'investissent pour l'avenir, les Gabonais entreprennent. Et ça, c'est assez important en fait. Et surtout oser. Ça, c'est assez important. Parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'on a peur de ci, on a peur de ça, on a peur de faire ceci, parce qu'on va interpréter ça comme ci, parce qu'on va interpréter ça comme ça, parce que mon père va penser que, parce que l'homme politique va penser que. Cette peur de oser nous empêche de nous affranchir des tentacules de la malédiction que je nomme sous-développement. Quand on aura le courage de faire différent, quand nous aurons le courage de rêver autrement, quand nous aurons le courage de partager, d'échanger fraternellement, sans crainte des interprétations, notre société pourra évoluer. D'accord. Ça, c'est important. C'est votre message à la jeunesse gabonaise? Je parle à la jeunesse gabonaise tous les jours. Donc, je parle tous les jours à la jeunesse gabonaise. C'est fatigant parfois de parler, de répéter les mêmes messages. Mais la jeunesse, bien sûr, c'est nous. Je ne dis pas ça parce que je suis au Maroc aujourd'hui, parce que j'apprends français. Quand j'étais au Gabon, il ne manquait pas de jours que je m'adressais à la jeunesse gabonaise à travers mes canaux. Tout ce qui est sur Facebook commençait la jeunesse gabonaise. Je suis pas allé sur Facebook me faire des amis pour le cul, etc. Non, c'est pour la sensibilisation. C'est pour essayer de sauver l'avenir en fait. C'est ça que l'avenir c'est nous. Donc il faut partager l'utile. Et l'utile c'est un risque pour nous. Nous portons aujourd'hui une charge qui n'est certainement pas
de notre âge, même si la liberté n'a pas d'âge. Ce que nous faisons, c'est pour faire remarquer finalement que les générations précédentes ont échoué. Mais parce que dans le fond, si les précédentes générations avaient fait ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne serons pas là. Nous sommes en train de faire autre chose en fait. Et donc c'est interpeller cette jeunesse qui se plaît dans sa morbidité, qui dit on va encore faire comme etc., à oser entreprendre, à oser accomplir son rêve en fait. Parce que Blaise Pascal, je n'aime pas citer les écrivains, mais je le dis quand même, Blaise Pascal le dit, la règle de toutes les règles dans la société, pour réussir, c'est de oser et de croire. C'est simple que ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut dire quand même que la jeunesse entreprend. La preuve, vous êtes là. Bien sûr, on ne voyait nous pas ne sommes ça pas des avant. modèles, nous voulons que les autres suivent. Il faut peut-être aussi qu'ils s'encouragent un peu, qu'ils encouragent les autres à... Non, mais Oyo, même mon nom de famille, O-Y-O-M-E. J'en veux un peu. Il aime PRS. Alors donc, je pense que ces prénoms nous ont été imposés. En fait. Comment ça, Balara? c'est bon, on va pour le direct. Merci à tous pour avoir suivi. On était avec Peter Stéphane Assangué et Bénitien Bouchedi. Voilà, on a parlé de culture, de tradition et de la société gabonaise en général. Merci bien.